Bonjour à tous et bienvenue pour un C'est dimanche, que lisez-vous? Puisque, comme d'habitude, ou presque, je suis en retard pour vous faire cette vidéo, pour vous présenter mes lectures passées, en cours et futures. Vous allez voir, j'ai pas de lecture en cours puisque je viens juste de terminer un livre il y a quelques heures. Donc j'en ai pas commencé d'autres, donc il n'y aura pas de lecture en cours pour cette vidéo. Il y aura juste des lectures passées et des lectures futures. Voilà. Juste un petit clin d'œil avant de commencer à vous présenter les livres pour Kali, comme d'habitude. Je n'ai plus d'accessoires à te présenter, Kali, je suis désolée. Mais il me semble que tu m'avais demandé si je pouvais avoir les cheveux complètement détachés pour une vidéo. Donc voilà, j'ai les cheveux lâchés, j'ai une tignasse pas possible. Ça tient très chaud, j'ai rarement les cheveux détachés comme ça parce que ça prend de la place, ça tient chaud. Quand vous prenez les transports en commun dans une grande ville avec des cheveux comme ça, c'est insupportable, les gens vous tirent les cheveux, ne font pas attention, enfin bon bref, j'ai rarement les cheveux complètement détachés. Surtout l'été, ça tient vraiment très très chaud, donc j'ai plus souvent les cheveux en queue de cheval ou en tresse, voilà. Bref, petit clin d'œil à Kali, j'espère que ça te plaira. Allez, c'est parti. Il me semble que la dernière fois, ça remonte à plus de 2 semaines, c'était un mercredi, pour une fois j'étais à l'heure, il me semble. Je vous laissais avec Rosemort tome 2, 3 épines, de Céline Landrecy, aux éditions de L'Homme sans nom. Vous voyez le petit logo ici, HSN, ou sur la tranche. Oui, il me semble que je vous laissais avec ce livre. J'avais lu entre 50 et 100 pages, me semble-t-il, je me souviens plus. J'ai une mémoire de poisson rouge, c'est une catastrophe. Et donc je l'ai terminé depuis, quand même. C'était une lecture commune avec... je me souviens plus du nom exact, mais le petit clan des trinomètres sur Facebook. Donc les trinomètres, ce sont 3 filles, comme le nom l'indique, qui organisent des lectures communes très régulièrement et tout le monde peut s'intégrer dans ces lectures communes. Alors là, elles avaient prévu de lire Rosemort le tome 2. Je me suis inscrite avec elles et on a lu ça toutes ensemble. Par contre, j'ai été un petit peu le vilain petit canard du groupe, puisque pratiquement à chaque fois, j'étais la dernière à terminer les parties, puisque dans ces lectures communes, en fait, les filles découpent les livres en plusieurs parties, et à chaque fois, on attend toutes les autres pour pouvoir en parler. Voilà, un petit peu le principe, c'est super sympa, ça permet d'échanger pas mal. Bon, moi, j'ai pas vraiment le temps d'échanger beaucoup... Enfin, je n'avais pas beaucoup le temps d'échanger puisque le travail et mon emploi du temps me prenaient pas mal de temps. Mais là, ça y est, pour ceux qui me suivent sur Facebook, sur Twitter et sur le blog, vous êtes peut-être au courant, j'ai terminé vendredi soir mon dernier jour, mon contrat est terminé, donc je suis officiellement au chômage, ou en vacances forcées, on va dire ça comme ça. Voilà, message subliminal aux maisons d'édition, bibliothèques et librairies. Si vous avez besoin de quelqu'un, à partir de maintenant, je suis disponible. Je cherche un nouveau travail, une nouvelle place. Voilà, tout ça pour dire que à partir de maintenant, je vais normalement avoir beaucoup plus de temps pour bouquiner. Donc j'espère lire beaucoup plus vite et j'espère alimenter le blog beaucoup plus souvent et être moins en retard pour les lectures communes. Tout ça pour dire donc que c'était une lecture commune et que j'ai été une très mauvaise élève puisque j'étais toujours en retard. Alors, Rosemort, le tome 2. Je vous préviens tout de suite, à mon avis, je vais spoiler un max sur le premier, donc je vous mettrai en bandeau à partir de quelle minute vous pourrez revenir pour ceux qui n'ont pas lu le premier tome, qui ont envie de le lire et qui n'ont pas envie de savoir ce qui se passe dans ce deuxième, même si je vais essayer d'être assez mystérieuse pour ne pas tout vous dire, mais quand même. Je suis obligée quand même d'apporter quelques éléments qu'on découvre dans le premier tome. Si j'en parle pas, ça va pas être possible. Voilà, à partir de maintenant, allez directement, pardon, j'ai touché le micro, allez directement au livre suivant. Alors, Rosemort, c'est l'histoire de Rose. En fait, elle s'appelle Aileen, mais son deuxième prénom est Rosalinde, enfin je sais plus, bref, elle se fait surnommer Rose. On la retrouve donc pratiquement 200 ans après le premier tome. Alors, en fait, Rose a été transformée par Artus, le comte de Genlis, qu'elle avait rencontré donc 200 ans plus tôt en France. Et là, on la retrouve au début de ce deuxième tome. Nous sommes en 1789, exact. Donc je pense que c'est une date qui vous parle, la Révolution française, etc. Donc c'est une période qui est troublée. Rose est partie en Russie
Et elle y a vécu une dizaine d'années, 10 ans je crois exactement. Et là elle est rappelée par Artus et son frère, Adelphes, en France, dans leur demeure, parce qu'il y a quelques problèmes du côté des créatures de la nuit. En fait, la famille, le clan d'Artus subit des pertes puisqu'ils sont attaqués à plein d'endroits stratégiques. Voilà, par des créatures, par une autre race de vampires, on va dire ça comme ça, qui s'appelle je ne sais plus comment. Ah mince, j'ai perdu le nom, je l'avais tout à l'heure. Puis je vais pas le retrouver, je pense. Les Lamis, voilà, tout simplement. Les Lamis, donc, sont une race de vampires un petit peu... C'est une race plus brutale que les autres. Ils ne réfléchissent pas beaucoup, ils sont pas très stratégiques. Donc là, en fait, ça semble bizarre à Artus et aux autres vampires, même si on les appelle jamais vampires, en fait. Mais c'est des créatures qui boivent le sang et qui vivent la nuit. Donc, pour simplifier, je les appelle vampires. Voilà, ça semble bizarre aux autres races et qui se demandent ce qui se passe. Et je peux pas vous en dire beaucoup plus. Donc, dans ce deuxième tome, en fait, je me suis demandé, pendant ma lecture et à la fin, ce que j'allais pouvoir dire, comment j'allais pouvoir résumer ce qui se passe. Parce qu'en fait, finalement, il n'y a peut-être pas vraiment d'éléments clés ou marquants, c'est plus une atmosphère particulière. Ouais, je peux pas vous résumer ça en quelques phrases, c'est pas possible, c'est plus complexe, c'est moins palpable que ça, voilà. Donc en fait, Rose revient donc chez son mentor. Elle est accompagnée de Vassili, un jeune homme qu'elle a pris comme serviteur. Ce qui ne plaît pas du tout aux frères, au comte de Genlis et à son frère, donc à Artus et à Adelphes. Et donc il y a une énorme tension dans ce château. Voilà, ça c'est une première partie un peu... une première partie. C'est un des premiers points abordés dans ce deuxième tome. L'espèce de tension entre les personnages, ça prend pas mal de place dans l'histoire. Vous avez donc aussi tout ce qui se passe en France du côté des humains, la révolution qui gronde, etc. Et vous avez aussi, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'ami qui s'en prennent aux terres des autres races de vampires, et on ne sait pas trop pourquoi. C'est bizarre, ils sont stratèges, ils sont organisés, ça ne leur ressemble pas, on se doute qu'il y a quelqu'un derrière tout ça, mais on n'en sait pas plus. Voilà un petit peu ce qui se passe dans ce deuxième tome, et je peux pas vous en dire vraiment plus, je peux pas résumer ça de façon plus précise. Ça reste assez... pas flou, parce que c'est quand même clair, mais c'est pas quelque chose de très palpable. Voilà, on n'a pas une, si vous voulez, on n'a pas une intrigue qui peut se résumer en une phrase et qui serait linéaire. Non, c'est plein de petites choses qui viennent se greffer dans ce deuxième tome. Alors, ce que j'avais beaucoup aimé dans le premier, c'était la plume de Céline Landrecy. Ça, c'est évident. On retrouve ce style très particulier, très, très beau, très... j'allais dire chantant, pas chantant, mais enfin, il y a vraiment quelque chose, c'est très recherché, c'est super agréable à lire. Alors oui, je vous le disais, ça se lit pas forcément très rapidement parce qu'il faut savourer les phrases, les dialogues, les descriptions, mais c'est vraiment très beau, très plaisant à lire, donc bravo Céline, t'as vraiment une plume super. Et j'avais déjà adoré dans le premier tome et j'ai adoré retrouver ton style dans ce deuxième. Ce que j'avais aussi aimé dans le premier tome, c'était l'univers historique. Alors là, en fait, j'ai eu l'impression que le côté historique était peut-être un peu moins... pas développé, parce que si on a quand même les références à la Révolution, à tout ce qui se passe dans le pays en 1789... mais c'est peut-être moins immersif que dans le premier tome. Disons que dans le premier tome, on avait vraiment une atmosphère, la mise en place de l'univers, etc. Là, on a quand même un peu plus d'action, même si les scènes d'action ne sont pas forcément non plus hyper nombreuses, mais on a quand même... ça bouge plus, quand même. Il y a des bagarres, il y a des combats...
ça bouge un peu plus et oui, l'aspect historique passe peut-être un peu plus au second plan. C'est un petit peu moins immersif, mais ça reste quand même assez sympathique. Par contre, ce qui m'avait manqué dans le premier tome, c'est l'attachement au personnage. J'avais bien aimé suivre Rose, Genlis, etc. Mais j'avais quand même gardé une certaine distance. Dans ce deuxième tome, j'ai adoré suivre Rose, l'héroïne, que j'ai trouvée hyper attachante. Elle a bien changé en 200 ans, elle a bien grandi, elle s'affirme, elle a pris un sacré caractère. Et je l'ai vraiment trouvée plus touchante, j'ai eu plus d'empathie pour elle. Donc c'est vraiment le gros plus de ce deuxième tome. On va plus en profondeur dans la psychologie des personnages, dans leurs relations. Et c'est un gros plus dans cette saga, je pense. Et à mon avis, Céline va continuer dans les tomes suivants. Voilà, les relations entre les personnages, leur passé, leur histoire, pourquoi ils ont ce caractère-là maintenant. Voilà, comment les événements les font changer, les font évoluer, etc. Et je trouve ça hyper intéressant dans un bouquin. Et Céline s'en sort très bien ici. C'est super intéressant, la psychologie des personnages. Et donc je me suis beaucoup attachée à Rose, que je n'avais pas fait dans le premier tome. Donc c'est vraiment le gros plus. Voilà, j'ai vraiment été hyper touchée par les derniers chapitres. Puisque le conte de Genlis, je sais que Kali l'adore, Artus. Moi personnellement j'ai un petit peu de mal. Je le trouve très dominateur, très... pas brutal mais... ouais, dominateur, je pense que c'est le terme qui lui correspond le mieux. Et j'ai parfois du mal avec ses réactions, et en fait dans les derniers chapitres on en apprend plus sur lui parce qu'il reste quand même très mystérieux, on sait peu de choses sur ce personnage qui est représenté sur la couverture, et dans les derniers chapitres on a un nouvel éclairage sur sa personnalité, et j'ai trouvé ça vachement bien. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup touchée, beaucoup émue, j'ai vraiment beaucoup aimé les derniers chapitres. Voilà, et donc je lirai le 3e, le 4e, le 5e tome en espérant qu'ils sortent tous très rapidement. Avec grand plaisir, et j'attends la suite très impatiemment. Ça va faire court. Le livre que j'ai lu ensuite, c'est 28 allées des Ormeaux de Tiffany Schneuvely aux éditions Nergal. On a le petit N de Nergal ici. Donc vous voyez, c'est un très court roman. Je crois qu'il fait 200... Ah, même pas, je vous dis des bêtises. 153 pages, exactement. Alors là, on part du côté du fantastique un petit peu horrifique. Dans cette histoire, on retrouve Liam, un jeune homme de 27 ans, qui vit en Suisse chez ses parents et qui, pour une question de travail, et puis aussi parce qu'à 27 ans, il a envie de vivre sa vie de son côté, il va quitter ses parents et aller vivre dans son propre appartement, au 28 allées des Ormeaux. Et en fait, on se rend compte assez rapidement qu'il se passe des choses bizarres dans cet immeuble. Pas forcément uniquement dans l'appartement, dans le nouvel appartement de Liam, mais dans tout l'immeuble, il se passe des choses étranges. Voilà, en gros. Alors, j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que finalement c'était une histoire qui était assez classique et sans surprise. J'aurais bien aimé que l'aspect fantastique, surnaturel, justement, soit plus proche des histoires fantastiques du 19e siècle, c'est-à-dire que pendant... quand je pense aux histoires fantastiques du 19e siècle, je pense au Horla par exemple de Maupassant, et en fait pendant tout le texte, et même à la fin quand vous refermez la dernière page dans le Horla de Maupassant, vous n'avez pas une réponse, vous ne savez pas si le narrateur est hanté par quelque chose, ou si c'est lui qui va pas très bien, qui est un petit peu fou. Et en fait, ce que j'aime bien dans les récits fantastiques qui se basent un petit peu sur ces anciens romans du 19e siècle, romans ou nouvelles, peu importe, c'est quand le doute est là très 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 longtemps, qu'on se pose des questions, qu'on se dit est-ce qu'il y a vraiment une créature surnaturelle là-dessous, ou est-ce que c'est le personnage qui débloque un peu. J'aime bien quand il y a le doute, et surtout j'aime bien quand le doute persiste très longtemps. Et en fait ce que je reproche un petit peu dans 28 allées des Ormeaux, c'est que très rapidement on découvre, en fait du départ, en fait on sait que, du départ on sait qu'il y a un fantôme, un esprit qui hante l'immeuble, donc c'est pas une surprise en fait, voilà. Alors il y a des scènes un petit peu flippantes,
disons que quand on lit ça le soir, toute seule, à la nuit tombée, et qu'il y a un petit bruit après, un petit craquement dans l'immeuble, ça fait un petit peu sursauter. Mais niveau scène horrifique, j'ai préféré les livres de Frédéric Livins pour le coup. Voilà, et puis le schéma reste assez classique finalement. L'esprit qui hante l'immeuble fait des choses pas très gentilles, il y a pas mal de morts, etc. Et j'ai trouvé l'explication au final pourquoi il fait ça, pourquoi un certain chiffre. J'ai trouvé ça un petit peu bancal, ça m'a pas convaincu plus que ça. Voilà. Donc une lecture agréable, mais quand même une petite déception. J'ai préféré le Requiem d'un soupir que j'ai lu il y a pas très longtemps de Tiffany Schneevely, qui, même si ce court roman avait des défauts, m'avait vraiment touchée, m'avait prise aux tripes. J'avais trouvé que émotionnellement c'était très fort. Ici ça reste plus classique, j'ai moins été absorbée par ma lecture. Ça reste très sympa, ça se lit agréablement, mais sans plus. Et niveau scène horrifique, comme je le disais, je préfère les livres de Frédéric Livins. Voilà. Et dernier livre que j'ai lu ces dernières semaines, c'est La bienfaitrice de Elisabeth von Arnim, que j'ai terminé il y a quelques heures seulement. Alors, c'est un poche, comme vous le voyez, qui fait quand même pratiquement 400 pages, 391 exactement. Et si j'ai mis pas mal de temps à lire les premières 100-150 pages, à cause de mon emploi du temps, j'avais pas beaucoup le temps de m'y mettre, là, depuis vendredi soir, je crois que j'ai lu les 300 dernières pages d'une traite pratiquement, et je l'ai terminé tout à l'heure. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai assez aimé pour avoir envie de lire autre chose de l'auteur, et pour vraiment me pencher plus sur son œuvre. Comme je le disais dans une vidéo la semaine dernière, c'était une vidéo pourquoi que je vous faisais la semaine dernière, mes futures lectures de cet été, je vous disais donc dimanche dernier que j'avais lu la préface et que cette préface revenait sur la vie de l'auteur, Elisabeth von Arnim, qui en fait est une Anglaise née en Australie, qui a finalement épousé un Prussien à la fin du 19e siècle, un homme très violent, brutal, dominateur, etc. Alors que justement, cette jeune femme était un petit peu en quête d'indépendance. Dans sa biographie, on apprend aussi qu'elle a été la maîtresse de H.G. Wells, l'auteur américain de science-fiction. Voilà, elle a eu une vie apparemment assez scandaleuse, qui bougeait pas mal, et ça m'a fait penser à la vie de Colette, qui a vécu après, notre Colette française, qui a vécu plutôt au début du XXe siècle, on va dire. Et j'aime bien ces femmes auteurs aux personnalités assez fortes, très indépendantes, et qui, paradoxalement, se sont retrouvées sous la coupe d'hommes plutôt violents, plutôt brutaux et dominateurs, alors qu'elles cherchaient, au contraire, à devenir indépendante et voilà. Donc niveau biographie déjà, cette Elisabeth von Arnim me parle pas mal. Et maintenant que j'ai lu tout ce texte, j'ai vraiment envie de lire autre chose de la dame. Alors, je vais essayer de résumer ça. Donc, on suit l'héroïne qui s'appelle Anna, qui a 25 ans, et qui en fait, depuis la mort de ses parents, de sa maman notamment, vit avec son frère et sa belle-sœur, donc la femme de son frère. Et cette belle-sœur, qui s'appelle Suzy, cherche à tout prix à marier Anna. Et grâce à cette Anna, qui est très belle, elle vit un petit peu par procuration, elle l'habille bien, elle la fait sortir dans les bals, etc. Comme ça la fait sortir elle aussi, et elle peut briller en société. Mais le problème, c'est que Anna, elle se rend compte que elle a pas du tout envie de suivre les convenances, elle a pas du tout envie de trouver un époux, et puis elle, ce petit exercice, se faire belle pour sortir dans les bals, laisser les hommes lui faire la cour, etc., ça l'intéresse pas du tout. Elle a qu'une envie, c'est être indépendante financièrement et physiquement, voilà, on va dire.
Et son rêve se réalise car son grand-oncle, un Allemand, en mourant, lui lègue sa propriété, donc en Allemagne. Et Anna, elle voit dans ce petit miracle, elle voit un changement de vie inespéré. Elle se dit qu'elle va enfin être indépendante financièrement, elle va plus dépendre donc de sa belle-sœur et de son frère. Et comme elle va vivre là-bas, en Allemagne, dans cette demeure entourée par la forêt, elle va pouvoir vivre sa vie et être heureuse. Et elle a un projet un petit peu fou, cette Anna, du haut de ses 25 ans, c'est qu'elle veut que sa nouvelle demeure accueille des femmes malheureuses pour qu'elles deviennent heureuses justement en vivant près de Anna. Donc voilà, elle est un petit peu naïve, elle a envie de grandes choses, elle a envie de partager son argent pour rendre heureuses des femmes qui sont malheureuses. Et elle va essayer d'aller au bout de son projet. Et en fait, on se rend compte au fil des pages que eh bien, ce projet n'était peut-être pas si facile à réaliser et que les femmes qu'elle a conviées, finalement 3 au lieu de 12, n'ont peut-être pas envie d'être heureuses et n'y arriveront peut-être jamais. Et Anna se rend compte également que finalement l'indépendance, c'est pas si facile que ça et ça rend pas si heureux que ça, en gros. Alors ce que j'ai vraiment adoré dans ce livre, c'est les portraits des personnages. Je trouve, à l'image des personnages de Jane Austen dans ses œuvres, je trouve que Elisabeth von Arnim nous propose des portraits savoureux. Alors on commence par Suzy, la belle-sœur, qui m'a fait penser un petit peu à Mary Elliot, la jeune sœur de Anne Elliot dans Persuasion de Jane Austen. Donc vous voyez, c'est la jeune femme hypocondriaque, très égoïste, toujours à commérer, qui a peur des plus puissants, etc. Et donc cette Suzy, mais alors son portrait, franchement j'ai ri plus d'une fois. Je me souviens surtout de la scène où elle accompagne donc Anna dans sa nouvelle demeure et elles doivent traverser une partie de l'Allemagne en fiacre, je sais plus comment ils appellent ça, enfin, ils appellent ça voiture tirée par les chevaux. Et en fait, cette voiture, comme ils vont dans un petit village assez pauvre, cette voiture, pour faire plaisir à la nouvelle maîtresse, donc Anna, pour faire plaisir au nouveau maître des lieux, les domestiques ont enduit le cuir de la voiture avec de la graisse de poisson. Et donc ça sent très mauvais. Et c'est les premiers pas de Suzy et d'Anna en Allemagne. Donc il y a plein de petites scènes comme ça. Et la pauvre Suzy est malade en voiture, elle arrête pas de se plaindre. Enfin bon bref, il y a vraiment des passages hyper marrants. Donc on a Suzy qui m'a beaucoup fait rire. C'est un personnage assez drôle, un portrait bien brossé. Elisabeth von Arnim de façon générale n'y va pas de main morte avec les portraits féminins. Alors je sais pas si toutes les femmes à la fin du 19e siècle en Angleterre et en Allemagne étaient aussi stupides, crédules, soumises, ce que vous voulez, mais elles en prennent pour leur grade. Il y a seulement une ou deux femmes qui sortent du lot et qui sont un peu plus intelligentes que la moyenne, mais dans l'ensemble, elles prennent cher, les nanas de la fin du 19e siècle en Angleterre et en Allemagne, qu'elles soient anglaises ou allemandes. Voilà. Et du côté des hommes, c'est pas mieux. Entre le régisseur fourbe qui veut s'en mettre plein les poches, le pasteur assez extrémiste et le jeune poète de 20 ans qui est très imbu de lui-même et qui pense que de toute façon, même devant une reine, il serait plus... comment dire ça ? Peu importe la femme qui serait devant lui, ce serait toujours lui qui serait supérieur puisque les hommes sont forcément supérieurs aux femmes. En fait, le jeune poète là tombe amoureux de Anna et il m'a vraiment fait penser à Monsieur Collins dans Orgueil et Préjugés qui arrive et tout en ridicule, etc. Alors en plus d'être
religieux, etc. comme Monsieur Collins, le poète, je me souviens plus du nom, voilà, il est poète, il est romantique, il a 20 ans, il tombe fou amoureux de Anna, alors que Anna, elle, a rien à faire. Bref, il y a vraiment des personnages super bien, enfin super bien. Il y en a qu'on déteste, il y en a qui sont ridicules, il y en a qui nous font beaucoup rire, mais j'aime beaucoup ces portraits très ironiques, ça m'a vraiment fait penser à Jane Austen pour le coup. Quant à Anna, l'héroïne, je l'ai pas adorée, j'ai pas trouvé qu'elle était hyper intéressante, hyper attachante, mais elle est quand même assez sympa à suivre. Elle a un côté un peu naïf qui fait sourire, mais oui, dans l'ensemble, elle est agréable à suivre. Donc il y a une petite histoire d'amour dans le roman, qui ne prend pas toute la place, qui est bien amenée, bien menée, et j'ai bien aimé le dénouement de cette romance. Voilà, je pense que l'amoureux d'Anna, c'est le seul homme potable du roman, c'est un vrai gentleman, c'est le seul qui vaille le coup. Je crois que c'est à peu près tout, voilà, c'est super bien écrit, portrait bien brossé. Ah, il y a quelques longueurs par contre, c'est vrai que comme dans tous les romans, j'ai envie de dire, ou presque, du 19e siècle, c'est pas l'action qui est forcément très au rendez-vous. Mais franchement, ça se livre vraiment pas mal. Alors, je préfère quand même Jane Austen pour les histoires d'amour, etc. Mais là, niveau critique sociale, portrait des personnages, ironie, etc., c'est quand même vraiment très bon. Et j'ai très envie de lire autre chose de cette Elisabeth von Arnim. Voilà, je m'arrête là parce que c'est déjà très très long. Donc, je n'ai pas de lecture en cours puisque, comme je vous le disais, je viens juste de terminer celui-ci. Je vous montre juste les livres que j'ai choisi de lire dans les jours à venir et que je vous présenterai donc dans ma future vidéo. Alors on a le premier tome de Sœur sorcière de Jessica Spotswood aux éditions Nathan. Vous voyez, ce sont des épreuves non corrigées. Et si je veux lire ce livre tout de suite avant de partir en vacances, c'est justement pour ne pas avoir à l'emmener dans ma valise. Donc je veux le lire avant de partir. Voilà, donc future lecture. A priori, c'est assez jeunesse, mais le côté historique est pas mal développé. J'ai vu vraiment de très 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 bons avis sur la blogosphère. J'espère que ça va me plaire aussi. Et par contre, j'espère que c'est pas aussi niais que Wicca de Kate Tiernan, que j'ai lu il y a quelques années. J'avais lu en VO. J'avais trouvé ça d'un ridicule pas possible. Alors j'espère que là, ça sera plus mature, moins jeunesse que Wicca. Apparemment, c'est plutôt pas mal. Et le côté historique est bien développé, bien abordé, donc ça devrait un petit peu sauver s'il y a des trucs un peu plus ridicules. Et le deuxième livre que j'ai prévu de lire, c'est le premier tome de Blood of Eden de Julie Kagawa aux éditions Darkis. Donc c'est un premier tome, c'est un service presse, c'est pour ça que je veux le lire assez rapidement. Et j'ai choisi celui-là parce qu'il est quand même assez épais, et c'est pareil, je voudrais éviter d'avoir amené des livres très très lourds et très épais dans ma valise, donc je vais les faire passer avant de partir en vacances. Je m'arrête ici pour le moment, je vous souhaite une très bonne fin de dimanche et une très bonne future semaine, de très bonnes vacances si vous avez la chance d'être en vacances. Je pense faire une nouvelle vidéo en milieu de semaine, mardi ou mercredi, je verrai selon l'envie, le temps, etc. Pour vous faire mon bilan d'acquisition et de lecture du mois de juin. Je suis un petit peu en retard, on est déjà le 7 juillet, il faut que je fasse ces vidéos de bilan. Et je pense faire ça en milieu de semaine. Je vous souhaite donc de belles lectures, de bonnes vacances, tout ce que vous voulez, et je vous dis à très bientôt.